Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à votre émission Café Bord les lundis à 21h. Ce soir, on va accueillir une personne qui est dans un tout autre registre, mais qui est militant aussi. On va accueillir un chef de cuisine, Rachid Sweet. Bonsoir. Bonsoir mon cher, merci pour l'invitation. Merci à toi de venir, parce que c'est vous qui faites l'émission. S'il n'y avait pas les invités, il n'y a pas d'émission. Merci. Donc c'est grâce à vous que cette émission existe. Oui, grâce à toi aussi. Alors, Rachid Sweet, qui est Rachid Sweet d'abord avant de venir un peu à la cuisine, mais t'es né où? T'es de quelle origine? Tu as grandi où? Alors, moi je suis né à Agadir, dans les années 78 à Agadir. Et j'ai vécu 20 ans à Agadir. Et 20 ans à Paris. Alors, est-ce que je suis agadirien ou je suis parisien? Alors, voilà. Là, j'ai 41 ans, alors on va dire 21 ans à Paris. Je suis né à Agadir, j'ai fait mes études à Agadir jusqu'à la fac où j'ai fait 2 ans en sciences économiques et juridiques. Et après, voilà, je voulais faire de la gestion hôtelière. Je me suis inscrit dans des cours de soir en même temps que la deuxième année de fac où je faisais des cours de gestion hotelière dans une école hôtelière. Et puis tiens, j'ai décidé d'aller poursuivre mes études en France à Paris. Puis voilà, je suis pas tombé sur Paris, mais j'ai été au Touquet, à l'école hôtelière au Touquet, où j'ai commencé ma première année d'option en BTS option A, et on avait un jour de cuisine. Et du coup, j'ai laissé tomber toute la gestion, tout ce qui est économique et tout ça, pour faire de la cuisine. Et depuis, jusqu'à aujourd'hui, je fais de la cuisine. Alors, avant de venir aujourd'hui à la cuisine, mais quand tu étais à Agadir, d'ailleurs on salue les gens, les chouars d'Agadir, hein, tu saluer les chouars d'Agadir. Oui, je suis un chouar d'Agadir, voilà. Je suis un Perse aussi. Voilà. D'ailleurs, à la maison, on parle comme berbère, on parle que tamazirt. Tamazirt, donc on salue nos frères de Zulflaoun de Agadir. Et tu es à Agadir même, tu as grandi, Rachid? J'ai grandi, je suis né à Agadir. Et Agadir j'ai même. grandi à Agadir même. À Bouargan, le quartier Bouargan qui porte le nom d'Arganier. De l'arbre de l'Argan. Oui, de l'Argan, Bouargan, mais Bouargan, c'est en tamazirt, Bouargan, c'est pas. Bouargan, c'est tamazirt. C'est tamazirt. Celui qui descend de l'arbre, quoi. Voilà, ouais, celui qui descend de l'arbre. Voilà. C'est parce que Bouargan, c'est celui qui vient de l'arbre, celui qui vient de l'Argan, quoi. Exactement. De l'Arganier, quoi, comme tu dis. Exactement. Et donc, comment ça s'est passé quand tu étais là-bas? Tu faisais la cuisine avec ta mère? Parce qu'il y a quand même, au Maroc, il y a quand même une tradition. Donc, est-ce que jeune, tu t'intéressais à la cuisine au Maroc? Aujourd'hui, moi j'ai toujours dit à mes amis, la cuisine je l'ai pas choisie, c'est elle qui m'a choisi. Mais c'est vrai que qu'il y a une influence, il y a toute l'influence de la cuisine de ma mère dans ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, quand je cuisine, quand je fais un livre à la Royale, c'est un classique de la gastronomie française. C'est de la cuisine, c'est pas de la cuisine bourgeoise, mais c'est de la cuisine royale. Et je intègre les épices de ma mère. Je le fais à ma façon. Il y a toujours l'influence de ma mère. Moi, je me rappelle toujours quand ma mère nous cuisine ces fameux tagines au bouc. Alors le bouc qui mangeait les feuilles de l'arganier sur la braise. Le couscous berbère qui est spécial, que la région de Sousse fait. C'est le couscous à base de maïs. Toute cette influence-là de la région de Sousse se trouve aussi dans ma cuisine. Aujourd'hui. Sousse, c'est les soucias, hein. Oui. C'est ça. C'est Sousse parce qu'on pourrait penser Sousse en Tunisie. Oui. Toi, tu parles de la région. C'est la région. Il y a au Maroc. Là où il y a le c'est comme en Algérie, on parle de la Kabylie. Soit ça, c'est les soucias, c'est une autre tribu à Mazir. Il y a les Chleurs, les Rifa et les soucias. C'est important. Soit ça, c'est toute la région d'Agadir. On va parler d'Agadir jusqu'à Essaouira et Marrakech, en fait. Et toute cette région-là, on l'appelle la région de Sousse. Voilà, soit ça. C'est pour ça que j'explique aux gens, parce que les gens qui n'ont pas, vous pensez que tu parlais de la Tunisie, de couscous, tout ça. Donc on est bien chez les Berbères, marocains, toujours, on n'a pas quitté. Le Maroc, rassurez-vous. Soit ça, c'est les Chleux. C'est les Chleux, voilà. Exactement. Voilà, mais quand tu étais jeune, tu faisais pas de cuisine. Tu voyais ta mère cuisiner, mais tu faisais pas, ça ne t'intéressait pas. Je participais, je faisais de la cuisine parce que des fois, ma mère est partie en vacances et quand mon père est décédé, j'ai perdu mon père à l'âge de 8 ans. Je suis le dernier d'une famille
famille de cette personne. Alors, mes sœurs, elles sont toutes mariées. On s'est retrouvés comme des garçons. Et quand ma mère part chez ses sœurs, par exemple, et part chez sa sœur à Casablanca, bah écoute, c'est moi qui fais la cuisine. C'est le dernier qui se tape la cuisine pour les autres. Alors, punition. Et du coup, cette punition m'a bien servi aujourd'hui. Dieu merci, alhamdoulilah. Alors comment ça se passe quand on arrive jeune à 20 ans du Maroc, en France, et qu'on rentre surtout en Normandie, l'école du Touquet, comment ça se passe? C'est pas vraiment le Normandie, c'est dans le nord, c'est un petit peu plus. Oui, c'est au Touquet-Plage, pardon, le nord, oui, c'est pas. Enfin, moi j'étais sur. C'est chez Lichti, hein. C'est plus chez Lichti. Voilà, c'est ça, c'est vrai. Arrêtez de chez Lichti, et aller chez Lichti, c'est un sacré décalage. Alors, parce que j'étais déjà en train d'anticiper la question de là où tu avais travaillé, mais on va y venir à la Normandie après de toute façon. Exactement. Mais passons d'abord au Touquet, parce que le Touquet, c'est le Touquet Paris-Plage. Oui, exactement. Pour les gens qui nous écoutent, parce que c'est moi qui ai anticipé. Alors, la première fois quand je suis arrivé au Touquet, franchement, j'ai pas été dépaysé. Il faisait froid? Il fait froid, oui, mais ça va, c'est pas quelque chose qui m'a dépaysé. Pourquoi? Parce que vu que ma famille travaille un petit peu dans l'hôtellerie à Agadir, j'étais habitué depuis mon enfance à vivre avec des Européens. J'ai grandi avec des Européens à la maison, on avait toujours des touristes. À la maison, ma famille travaillait, j'avais mon beau-frère qui avait une entreprise de transport de touristes. Et on avait toujours des Européens, on avait des Allemands, des Anglais, des Suédois, des Français, des Espagnols. C'est touristique. On a tout le temps du monde à la maison et des fois, il me prenait avec lui dans les montagnes et les touristes. Et du coup, ce contact avec l'Européen, je l'ai depuis mon enfance. Du coup, quand je suis arrivé au Touquet, il n'y avait pas de changement, c'était une continuation en fait. Et donc ça s'est bien passé. Alors comment donc ça s'est fait, donc comment on est perçu quand on est entre guillemets d'origine, quand on s'appelle Rachid Souid, quand on rentre à l'école de cuisine, ça se passe comment? Bah écoute, pour moi, franchement, ça s'est très bien passé. Hein. C'est difficile parce qu'on quitte ses parents, on est jeune et tout, on a le mal du bled et de sa maman. Mais franchement, j'ai été très bien accompagné aussi par les amis qui étaient. Le Lichti, c'est un sacré peuple. C'est des gens qui sont très accueillants. C'est vrai? Oui. On peut saluer les Ch'tis alors. Franchement, j'ai passé de très bons moments là-bas. J'étais accueilli par des bonnes familles, on mangeait ensemble. J'étais invité partout. Franchement, pour moi, franchement, c'était une très belle expérience. Alors après, de cette école de cuisine, quand tu as fait l'école de cuisine, tu es resté combien de temps dans cette école de cuisine? J'ai resté 1 an et j'ai décidé de redescendre à Paris, de revenir à Paris. Et comment ça se passe alors? Qu'est-ce que tu as fait quand tu es revenu à Paris après? Alors quand je suis revenu à Paris, j'avais commencé à travailler en même temps. Chercher du travail en cuisine, j'ai commencé à travailler dans des bistrots, j'ai vendu aussi des fruits et légumes. Ça m'a permis de connaître Rungis, j'ai fait Rungis, je partais à Rungis, aller chercher à 3h du matin, faire les halles et tout. Et c'est bien quand on est cuisinier de connaître les fruits et légumes, non? C'est aussi une très belle expérience parce que ça m'a permis de connaître le produit. Puisque la cuisine d'aujourd'hui, il se base sur le produit. Il faut connaître le produit, il faut connaître les saisons, il faut connaître les régions aussi. Et pour bien cuisiner, parce qu'aujourd'hui, la cuisine d'aujourd'hui il est basée sur le produit. Il ne faut pas cuisiner des produits qui viennent d'ailleurs ou qui sont hors saison. Un bon cuisinier, c'est celui qui donne tout son énergie sur le produit en fait. Alors, toi, il y a un concept aussi, donc tu étais passé là. Comment tu es arrivé? Alors, tu as travaillé sur Paris, donc après, dans la restauration, et puis tu as travaillé aussi en Normandie. Oui, écoute, j'ai travaillé pas mal sur Paris, dans pas mal de bistrots, parce que je travaille dans des hôtels aussi avant d'aller en Normandie, au Grand Hôtel de Cabourg, où j'ai été chef adjoint. Mais les meilleurs moments, je les ai passés dans les bistrots parisiens, parce que c'est là où on apprend, c'est là où j'ai compris que mon envie, c'est vraiment de faire cette cuisine bourgeoise française, cette cuisine qui est de gibier, de sauce, de faire des pâtés en croûte, faire du lièvre à la royale, faire des daubes. Je sais pas, mais je suis tombé amoureux de cette cuisine-là. En même temps, je cuisine aussi marocain parce que. Mais l'idée aussi, c'est de cuisiner français avec une petite note marocaine. Alors on va y venir après avec la cuisine marocaine, mais donc du coup, comment ça se passe quand on arrive? Tu as fait donc tu étais second au Grand Hôtel de Cabourg, adjoint du chef, tu as fait des trucs. Et comment t'es passé de ce concept? Toi, tu aimes bien parler tu parles pas de gastronomie, tu aimes bien parler de bistronomie. Explique-nous pourquoi tu parles de bistronomie, toi. Parce qu'en fait, pourquoi la bistronomie? Parce que pour moi, c'est une cuisine qui est proche
qui est proche des gens. C'est la cuisine de tous les jours. Il y a les grandes tables, il faut bien que ce soit là, mais c'est de la grande cuisine. C'est pas pour tout le monde. Moi, j'aime cette cuisine-là qui rassemble en fait, où il y a le partage, où on est bien, on se sent bien, on peut discuter avec les gens, où il n'y a pas un cadre en fait. J'aime pas trop rentrer dans les moules. J'ai été dans ces moules-là pendant mon apprentissage dans les grands restaurants, mais à un certain moment, je me suis dit, c'est pas ma cuisine, c'est pas ce que je veux faire, c'est vraiment, je veux faire une cuisine, mais vraiment familiale, bourgeoise, où on a les saveurs, on peut partager des choses en fait. Ouais, et tu me disais aussi une cuisine accessible à beaucoup de portefeuilles. À beaucoup de portefeuilles, oui. Parce que c'est la qualité, elle peut être égale et oui, accessible, c'est ça un peu. Exactement. De toute façon, les produits, on les achète tous à Rungis. C'est les mêmes produits, qu'on soit dans une grande table ou un bistrot, le produit est le même. La façon de le travailler, c'est aussi le même. Après, c'est vrai que dans les grandes tables, le coût de revient, il est cher parce qu'on a des grandes brigades. Les brigades, ils peuvent aller jusqu'à 30 personnes. Et dans un bistrot, on peut être 2-3. Ça aussi, il y a aussi l'accès. Mais le produit, on peut trouver des bons produits dans les bistrots. On peut trouver du homard bleu, du riz de veau, on mange bien, on peut trouver de la viande de race, du charolais, du limousin, du salers dans les petits bistrots. Après, c'est vrai que c'est un petit peu pour la classe moyenne parce que voilà, ça reste quand même coûteux pour certains, mais on peut aller dans ce restaurant-là, aller une fois par semaine ou 2 fois par mois. Par contre, un grand restaurant, on ne peut pas y aller 2 fois par mois, 1 fois par mois, on peut y aller 1 fois par an. C'est assez coûteux. Entre un menu à 50 € et un menu à 200 €, à 300 €, il y a une grande différence. Oui, c'est ça, c'est toi, tu voulais rendre la cuisine accessible au plus grand nombre. Exactement. Surtout que moi, je suis un très bon négociateur avec les fournisseurs. Alors, je négocie très bien mes prix. Alors, j'essaye de bien négocier le prix pour proposer un bon produit à mes convives. Alors, on ne va pas faire de pub dans la sorte de travailler, parce que ce n'est pas le but, ils n'ont pas payé pour la promotion, mais parle toi. Pour toi, on s'en sort à combien dans les restaurants de travailler, toi, dans la bistronomie, hein. Alors, c'est le ticket je vais parler pour Paris en général, parce que pour manger bien à Paris, pour manger bien dans un bistrot à Paris, il faut compter 50 € par personne. Pour un très plat dessert avec un verre de vin, il faut compter 50 €. Après, c'est moins et il faut se poser des questions. Après, quand on rentre dans un restaurant, on a une carte qui ressemble à un journal. Il faut se poser des questions. On ne peut pas aujourd'hui. On ne peut pas garantir une fraîcheur avec des grandes cartes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on a 5 plats, 5 entrées, 5 plats et 5 desserts, c'est déjà beaucoup. Alors, si on a 15 et 30 et 20, là, l'hygiène et puis la fraîcheur, il faut se méfier. Il faut se méfier, quoi. Les conseils du chef. Il faut vraiment se méfier. Quand on mange un poisson à 13 €, pour moi, c'est du surgelé, c'est pas du frais, parce que c'est très très difficile. Un bon poisson, il faut qu'il compte. Ça, c'est des prix. C'est entre 17 et 30. Ça dépend. Est-ce qu'on mange un petit saumon ou on mange un turbo? Une sole. Ou une sole. Est-ce que c'est une sole, c'est une sole bretonne ou une sole des sables? Après, il y a les prix changent. Le homard, est-ce qu'on mange un homard bleu de Bretagne ou on mange un homard bleu canadien? Les prix, c'est pas les mêmes. Les saisons, c'est pas les mêmes. Les changes. Mais à 50 €, on mange bien. Pareil. Mais souvent, sur la carte, quand on nous met homard bleu, on ne nous dit pas d'où il vient. Non, quand on met du homard bleu, il faut qu'il soit breton. Mais on ne nous le dit pas, des fois on met sur la carte, il est marqué homard bleu, on ne dit pas la provenance. Non, et en France, quand on marque bleu, c'est bretonné. Sinon, c'est pas du bleu. Il faut que ce soit bretonné. Sinon, on marque homard. Quand on marque homard, c'est canadien. D'accord. Donc voilà, pour les gens qui le regardent, parce que c'est homard bleu, c'est le homard breton. C'est le homard breton. Alors, depuis tout à l'heure, Rachid, on voit des très belles vestes de chef, mais c'est quoi cette médaille qui est accrochée à ton blason? Alors l'insigne, c'est l'insigne de l'appartenance à l'Académie culinaire de France, vu que ça fait des années
que je suis militant dans les associations gastronomiques en France, parce que voilà, je pense que on est quand même privilégiés. On est des gens qui ont côtoyé des grands chefs, qu'on a appris, on a la chance. Cette chance-là, ça doit servir à quelque chose, à transmettre aux jeunes générations. Alors faciliter la tâche quand il vient ici à Paris, quand il cherche un stage ou quand il cherche un travail. Il faut qu'on soit là pour eux en fait. Et là, je suis parti de cet engagement associatif pour aussi transmettre cette expérience-là qu'on a acquis en France pour le Maroc, ou pour l'Algérie ou pour la Tunisie. Faire des événements au Maroc, aider la gastronomie du Maroc à évoluer, à changer, à pas rester toujours comme elle est, et puis voilà, et pas un tagine ou un couscous ou une pastilla, rénover dans la cuisine marocaine. C'est ça l'objectif aussi. Alors, oui, il y a plusieurs... il y a l'Académie culinaire, il y en a d'autres. C'est quoi les noms? Alors il y a l'Académie culinaire de France, et puis il y a l'ANSIN, c'est l'appartenance, l'ANSIN d'appartenance à l'Académie culinaire de France. Il y a aussi l'Académie nationale de cuisine, qu'on trouve partout dans le monde. Il y a les disciples d'Escoffier, et il y a aussi l'une des plus grandes associations, d'ailleurs c'est la seule qui est reconnue par la Commission européenne, c'est l'association Orotok. C'est une association qui a pour but de défendre le produit, mais vraiment que le produit, c'est pas une association de recettes, mais là on est un certain 300 ou 400 chefs en France. D'ailleurs il y en a en Belgique, il y en a partout en Europe. L'objectif, c'est vraiment défendre le produit, la saisonnalité des produits, défendre contre les OGM, tout ce qui est produits chimiques, tout ce qui est saumon d'élevage. On utilise des produits qui sont pas entre parenthèses bons pour la santé. En fait, c'est une association qui est vraiment là pour promouvoir aussi les produits français. Ah d'accord. Mais là, dans cette association, mais moi je sais aussi que, Rachid, tu cuisines aussi pour de la solidarité, pour des gens en difficulté. C'est quoi ce projet? Alors, il y a aussi, on fait beaucoup je participe à des salons, par exemple, je participe au salon Bon avec les enfants, on apprend aux enfants à cuisiner. Il y a la semaine du goût qui s'approche bientôt, je pense que c'est fin septembre, on va dans les écoles, on apprend aux enfants à cuisiner, on leur fait goûter des nouveaux produits. La dernière fois, j'ai eu la chance d'avoir un chocolatier qui m'a fourni 12 kilos de chocolat bio que j'ai pu partager avec 120 élèves de l'école maternelle de Alésia. On a pu faire des mousses, on a fait des sucettes, on a fabriqué du chocolat, et c'était une très très belle expérience. Il y a aussi les rencontres gastronomiques du Maroc. Alors on va y venir, passons pas de dire parce que ça c'est un vrai engagement et une fidélité à Agadir, mais on va y venir. Mais quand tu fais ça, je sais aussi que tu vas cuisiner dans les hôpitaux avec les enfants malades. Oui, bien sûr. C'est quoi le but? Le but, c'est de sortir ces enfants-là de leur milieu, de partager des choses avec eux, qu'ils puissent oublier un petit peu leur maladie. Aussi, faire des ateliers avec eux, les familiariser à la cuisine, les rendre un petit peu, les sortir un petit peu de ce milieu d'hospitalisation, et aussi leur dire que voilà, qu'on est là, qu'ils ne sont pas seuls aussi, hein, c'est très important. C'est très important. Je sais que vous faites aussi des repas sur Opéra, comme Opéra avec la blanquette. Pour les la dernière fois, d'ailleurs, on va la refaire bientôt là. On avait organisé, d'ailleurs, c'est avec King of Kitchen qui a organisé, c'est une plateforme de chefs qui est dirigée par monsieur Olivier. On a fait un repas de blanquette qui a été cuisiné au Ritz, au Grand Hôtel Ritz, pour les Restos du Cœur. Et on a pu quand même ramasser une bonne somme d'environ entre 25 et 30 000 euros pour les Restos du Cœur. Et ça, c'est très sympa. Alors ça te tient à cœur de participer avec les enfants des écoles, les enfants malades, les Restos du Cœur. Ça, c'est vraiment... Pourquoi c'est un engagement. Voilà, comme je te disais tout à l'heure, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui ont partagé leur savoir-faire.
leurs valeurs. Et puis ces valeurs-là, elles sont en moi. Ça sort comme ça, et puis il y a cette envie-là de partager, de donner, parce que j'ai croisé des gens qui m'ont donné. On est obligé de passer le relais, en fait. Pour moi, c'est une obligation. L'altérité, transmettre. Exactement. Ce qu'on t'a transmis, le retransmettre. Il faut le transmettre, sinon ne pas arrêter la chaîne, quoi. Il ne faut pas arrêter la chaîne, sinon c'est de l'égoïsme. Alors justement, tu n'as pas arrêté la chaîne. Moi, j'ai l'impression que tu n'as jamais quitté Agadir, parce que tu fais un festival de gastronomie à Agadir, et ça te tient à cœur plus qu'autre chose. Pourquoi Agadir? Bon, on le comprend, parce que c'est ta ville, oui, quand même, oui. Et tu avais envie de garder ce lien avec ta ville d'origine. Exactement. Agadir, on est là, en mars 2020, on va être à la 6e édition. Et j'ai pas eu la chance de participer dès le départ. J'ai été invité à la 5e édition. Et puis, il y avait ce petit étincelle qui s'est créé entre moi et le président fondateur des rencontres gastronomiques d'Agadir, Monsieur Jean Collin. Et là, on collabore ensemble pour faire de cet événement-là un événement international aussi. Hein. Il n'y aura pas que des chefs marocains ou des chefs français, il peut y avoir des chefs italiens, espagnols, algériens, tunisiens, africains. Faire de cet événement un lieu magique qu'on peut transmettre. On peut avoir des grands chefs français, des grands chefs italiens, des grands chefs marocains qui partagent leur savoir-faire, qui créent le lien, parce que la cuisine aussi c'est de la politique. La cuisine aussi c'est un endroit de partage, de discussion, de plein de choses. C'est un milieu créatif. On crée vraiment le lien. Et moi, le lien, c'est très très important pour moi de créer le lien avec les gens. Surtout pour le Maghreb, parce que j'aimerais bien qu'un jour on ne parle pas, est-ce qu'on discute plus, on discute plus de ce problème-là, est-ce que le couscous il est marocain ou il est algérien ou il est tunisien, on se dit que le couscous par exemple il appartient aux Marocains, il appartient aux Algériens, il appartient aux Tunisiens, il nous appartient tous, mais il faut qu'on travaille tous ensemble pour les faire évoluer, qu'ils ne restent pas tels qu'il est. Voilà, ça c'est très important, et c'est grâce à des rencontres comme ça qu'on pourra arriver à cet objectif en fait. En fait, la cuisine, c'est un espace de partage en vrai. Oui. Parce que quand tu disais, j'aime bien que la fois tu me dis, la cuisine c'est politique, parce que tu me disais que tout le monde, quand ils veulent discuter de quelque chose, c'est toujours autour d'un plat, d'un repas. On fait la guerre autour d'un plat et on fait la paix autour d'un plat. Voilà, donc c'est vraiment... tout commence... Il y a le cuisinier qui participe à tout. Il participe donc, à tout. Tout commence et tout finit autour d'un plat. Tout finit autour d'un plat. Ou d'un verre, souvent. Ou d'un verre, voilà, le verre, il vient avec le plat. Il va avec le plat. Et donc, toi, tu trouves que cet espace... Donc aujourd'hui, ton combat, c'est effectivement de faire en sorte que ce soit partagé, que l'on puisse partager. Exactement, qu'on puisse partager, qu'il n'y a pas... Parce que notre problème, c'est que notre cuisine, il disparaît. Il faut savoir que notre cuisine, quand je parle de notre cuisine, je parle complètement de la cuisine berbère en fait, parce que la cuisine berbère, c'est l'origine de la cuisine maghrébine en général. Bah oui. Quand on parle du tagine de bœuf au pruneau, c'est une recette qui a plus de 26 siècles. Le mrozia, c'est une vieille recette. Ah oui, 26 siècles. 26 siècles, c'est pas, ça n'a rien à voir. La pastilla, c'est pas aussi vieux que ça, parce que on sait pas, est-ce que ça vient on dit que ça vient de l'Andalousie. Faut faire attention parce que 26, on est au 21e siècle. Hein. Oui, c'est avant déjà. C'est vraiment avant, oui. C'est des méthodes de cuisson. En fait, c'est pas que l'expression, quoi, tu veux dire que ça remonte avant Jésus, avant tout ça. Non, c'est des vieilles recettes, en fait, c'est des recettes qu'on faisait, par exemple, mrozia, on la faisait sans oignon. Pourquoi? C'était une méthode de conserver de la viande. Ah, mrozia, c'est une bonne méthode de conserver de la viande. De conserver de la viande, parce qu'il n'y avait que le gras et la viande. Tous ces méthodes, tous ces plats, c'était des recettes de conservation de viande. C'est pas que des plats comme ça. C'est des plats qui sont étudiés et qui sont. Il faut un petit peu revenir à toutes ces histoires-là. Et moi, je suis un technicien, je suis un cuisinier. Il y a des historiens et puis il y a des chercheurs qui doivent en fait aller chercher dans notre culture, parce que franchement, c'est dommage. La cuisine française, tout le monde sait, ça fait pas longtemps. Ça fait 5 siècles qu'il est là. Avant, il y avait la cuisine d'Andalousie, où il y avait un cosmopolite qui était riche. Il y avait les juifs, il y avait les musulmans, il y avait les chrétiens. Il y avait une richesse dans la cuisine qui est justement extraordinaire.
Mais on a laissé tomber notre cuisine. On a dit que la cuisine, c'est une histoire de femmes. Alors que non, c'est pas une histoire de femmes. La cuisine, c'est une histoire de terre, de région. Une histoire d'économie, c'est de l'économie aussi. Hein. C'est beaucoup de choses, la cuisine, la politique. C'est la guerre, c'est la paix. Et donc, toi, tu sais que au Maroc, moi, j'ai un plat que j'adore, que j'aime beaucoup, c'est la tangia. Oui. Alors, c'est un plat berbère, ça vient d'où cette tangia? Alors, l'histoire de la tangia, c'est autre chose, parce que voilà. Tangia, c'est autre chose. Je vais avoir un sujet bientôt là sur une autre radio pour la tangia. La tangia, c'est un plat d'hommes cuisiné pour 10 hommes. Ah bon? Oui. Explique-nous un peu. Alors, la tangia, l'histoire de la tangia, c'est les hommes qui partaient au travail le vendredi à Marrakech. La tangia, c'est marrakechais. Ah oui, ça c'est clair. Ça, c'est que marrakechais. Pourquoi? Parce que, en fait, les marrakechais, quand ils partaient au travail, ils faisaient à manger. Ils ont trouvé une astuce pour mettre la viande, parce que la tangia, c'est que de la viande dans une jarre. Ils mettaient la viande avec du cumin, des épices, de l'ail et tout. Ils partaient au hammam. Ils la laissaient dans le hammam. C'est une cuisson longue de 4 heures. Et comme il y avait la prière qui dure longtemps, ils revenaient, qu'ils finissent la prière, et partaient au hammam, et récupéraient la tangia, et mangeaient ensemble. Et les femmes ne mangeaient pas avec eux. Alors après, ils retournaient au travail. La tangia, c'est une histoire d'hommes. Mais ça n'a rien. C'est pas pareil que la pastilla, ça n'a rien à voir avec l'ambrosía, c'est autre chose. Alors, ça nous vient d'où, toi qui est vraiment travaillé là-dessus, cette culture, par exemple au Maroc, on déjeune beaucoup le matin, plus que dans d'autres pays du Maghreb, alors que c'est quand même des berbères tous, la logique, comme tu le dis. Moi j'aime bien que les œufs, les tomates, dans les œufs avec les tomates, tout ça et tout, ça vient d'où cette volonté de faire beaucoup de choses? Là, tu m'as fait penser à ma grand-mère, Allah yarhamaha, quand je partais à la campagne chez ma grand-mère, il n'y avait pas qu'un ftor, il y en avait 2. Ah oui? Oui, il y en avait 2. Il y avait le premier ftor avec de la soupe, de blé, avec du maïs, des dattes, du lait frais, et après il y a là on est à 7h, 6h30, 7h, et à 10h on a le deuxième ftor, le vrai ftor, avec des œufs, des tomates, de la salade, des tomates avec des œufs aussi, des tomates brouillées aux œufs, du beurre frais, de l'argan, du miel, du thé. Les tomates avec les œufs, Oui. les gens ne savent pas, mais c'est typiquement berbère. On le retrouve pratiquement partout. Oui, partout, oui. Parce qu'avant, il n'y a pas beaucoup de trucs. C'est comme le couscous. Normalement, le couscous berbère, il n'y a pas de viande, il n'y a pas parce que c'était le plat du pauvre à l'origine. Oui. Mais non, le couscous, je ne dirais pas que c'est le plat du pauvre. À l'origine, je parlais parce que les gens n'avaient pas de viande, ils n'avaient pas de moyens pour acheter la viande, tout ça. À l'époque, il y en avait aussi ceux qui ont le moyen et qui mangeaient de la viande. Il y avait toujours les deux. Le couscous, c'est le grain, il est berbère. Le grain, on ne peut pas dire qu'il peut être que berbère. Mais les recettes, ils changent. Parce que oui, en fonction des gens. Mais les berbères, c'est des tribus, donc les recettes changent en fonction des épices qu'ils trouvent, des moyens qu'ils trouvent, viande, poulet, c'est ça. En fait, c'est ça. En fait, parce qu'il y avait à un certain moment un débat sur le couscous, est-ce qu'il est d'ici ou il est d'ailleurs. Après, les gens, ils mélangent en fait entre le grain et la recette. Le grain, il appartient à tout le monde, il appartient à l'Algérie, la Tunisie, le Maroc. Il y avait des berbères partout en Mauritanie. Tout le monde le fait. Du blé noir, nous on le fait aussi avec le blé noir. Exactement. Quelque chose de blé noir aussi. Il y a le blé noir, moi j'ai grandi avec le badaz. Le badaz, le maïs. Le maïs, oui. Ouais. Et temzin. Et aussi le blé. Voilà, le blé noir. Il y a aussi l'orge. Ben oui. À base d'orge aussi. C'est ça. C'est une temzin, c'est ça ce qu'on dit. Temzin, oui. C'est d'orge et tout ça, c'est ça. Et ça, on le trouve partout. C'est berbère. C'est berbère. Là où il y a les berbères, il y a la semoule. Le blé d'orge. Voilà. Après, les recettes, là, il y a du débat. Là, là, il y a tribu, des débats. Chacun le fait comme il veut. Quand on va à Fès, on va trouver un couscous facile. On va à Rabat, il y a à Rabat. On va à Alger, il y a un couscous. On va en Kabylie, il y a différents couscous. Puisqu'il y a différents tribus. Au Maroc aussi. Alors, il y a une centaine au Maroc, et puis il y en a une centaine en Algérie, il y en a partout. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui peut que réunir le Maghreb. La cuisine, pas que le couscous. Parce qu'il n'y a pas que le couscous en Maghreb.
L'émission touche à sa fin, Rachid. Merci d'être venu nous parler de tout ça. Merci. Et comme l'a dit Rachid Sud pour conclure, comme lui, le couscous doit rassembler tous les gens du Maghreb et au-delà, parce que pas pour faire des divisions, mais bien pour ensemble réfléchir à l'avenir, construire. Exactement. La cuisine, c'est un élément de partage, de rassemblement, ce que disait Rachid. Oui. Et donc sur ces belles paroles, pour ceux qui n'ont pas encore dîné justement par votre cuisine, ils peuvent dîner. Pour les autres, je vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous de votre fidélité et on se retrouve lundi prochain à 21h avec un nouvel invité. Bonsoir à toutes et à tous et merci.